Dès qu'on s'intéresse un petit peu aux grandes idéologies politiques, on voit vite que tout tourne un petit peu autour du problème de la répartition du travail. Et ce n'est pas étonnant, puisque la répartition du travail est typiquement un problème de dilemme du prisonnier. L'idéal individuel, c'est de profiter du travail des autres. Alors bien sûr, les capitalistes vont typiquement dire que c'est ce que font les glandus qui vivent des aides sociales, alors que les anticapitalistes vont typiquement dire que c'est ce que font ceux qui possèdent les moyens de production. Ok, mais que dirait un économiste ? La théorie économique dominante pose le capital, les machines plus l'argent qui sert à l'investissement, et le travail, nécessairement effectué par des humains, comme base de toute production économique, des biens et des services. Et donc, chacun profite à la fois du travail et du capital de tout le monde. Et pour donner les incentives à chacun de contribuer, par son travail ou par son capital, des systèmes de rémunération ont été mis en place. Et comme pour n'importe quel autre marché, ce sont les mécanismes de l'offre et de la demande qui permettent de définir la rémunération des travailleurs, et donc des capitalistes. Parce qu'une fois que les travailleurs ont été payés, eh bien, il ne reste plus que les bénéfices qui vont aux capitalistes. Certains économistes vont même plus loin et affirment que ce point d'équilibre que le marché de l'emploi permet de trouver correspond à la juste rémunération de chacun. Autrement dit, dans un marché libre, le médecin, le trader, l'actionnaire, l'avocat, le chauffeur de bus ou encore l'éboueur sont tous rémunérés à la hauteur de leur juste contribution. Selon ce modèle économique basique, votre rémunération est ce que les autres sont prêts à payer pour votre travail, étant donné notamment la concurrence qu'il y a entre ceux capables de fournir le travail que vous fournissez et la demande qu'il y a en le travail que vous fournissez. Et c'est ainsi que le marché, donc nous tous, par le biais de nos choix de consommation, a déterminé que certains seraient mieux payés que d'autres. Conclusion, le marché du travail, donc la rencontre de l'offre et de la demande de travailleurs, est aujourd'hui l'outil de mesure qui permet de déterminer la manière dont les revenus vont être distribués. Alors, il y a quand même plusieurs problèmes avec cette théorie. Pour commencer, on peut se demander si le marché du travail est bien à l'équilibre, c'est-à-dire s'il y a bien une rencontre entre l'offre et la demande. Oui, parce que le modèle de l'équilibre des marchés repose sur des hypothèses quand même discutables. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi difficile de prouver que si jamais il y a bien un équilibre de tous les marchés entre offre et demande, cette succession d'équilibres représente la seule combinaison possible. Ça vient notamment du fait que, théoriquement, la courbe de la demande agrégée pourrait tout à fait ressembler à ça. Or, s'il existe plusieurs combinaisons d'équilibre, alors laquelle choisir? Laquelle permettrait d'obtenir le résultat le plus juste? Et même là, le problème c'est que la juste rémunération des travailleurs au sens économique n'a a priori aucune raison d'être adéquate pour bien vivre. Le fait que près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France signifie-t-il que l'équilibre que nous avons choisi n'est pas le bon? Un utilitariste dirait que la rémunération juste du travail n'est pas forcément morale car elle ne maximise pas nécessairement le bonheur général. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans l'histoire des civilisations, on a remis en cause la rémunération que les travailleurs méritent en régulant le marché du travail. Mais les incentives pour travailler ne sont pas uniquement financiers. Ils sont aussi et peut-être surtout sociaux. Et oui, on a tous envie de dire intuitivement que travailler c'est bien, c'est contribuer à la société. À tel point qu'aujourd'hui, on attend des travailleurs qu'ils aillent travailler, même lorsqu'il s'agit d'une période creuse et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Plus généralement, un argument de sélection de groupe comme celui dont on a parlé dans l'épisode 27 nous invite à penser que seules les sociétés qui sacralisent le travail ont survécu. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'une des plus grandes puissances économiques mondiales a fait du travail et de l'American Dream un symbole. Cet American Dream, c'est l'idée selon laquelle quiconque, quelle que soit son origine et ses moyens initiaux, peut devenir milliardaire à la sueur de son front. Sauf que, d'après le travail de Thomas Piketty, Cocorico, la possibilité de s'extraire d'un statut social défavorable en ne faisant que travailler est un rêve qui est de plus en plus hors de portée. Une fiction au cœur du capital moral américain, diraient Yuval Noah Harari et Jonathan Haidt. En effet, les travaux de Piketty ont montré que le rythme de progression des revenus issus du capital est supérieur à celui des revenus issus du travail. Pour le dire plus clairement, cela veut dire que ceux qui possèdent déjà du capital, ceux qui possèdent des maisons qu'ils louent, qui peuvent prêter de l'argent ou encore qui touchent des dividendes, voient leurs revenus croître plus rapidement que ceux qui se contentent de travailler et qui comptent sur une augmentation de salaire. Il suffit d'avoir beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. Thomas Piketty conclut que si ceux qui possèdent déjà du capital s'enrichissent plus vite que ceux qui travaillent, alors la seule issue possible, c'est ce qu'on observe en ce moment dans nos économies développées, à savoir une concentration toujours plus importante des revenus entre les mains de quelques super riches. Et pourtant, la réussite, notamment financière, est souvent accompagnée d'une gloire sociale, sans doute parce que, pour beaucoup, l'argent sert de proxy pour savoir si un tel a bien travaillé et s'il a donc contribué à la société.
À l'inverse, les chômeurs sont stigmatisés et beaucoup considèrent que leur situation économique est une conséquence méritée de leur manque d'efforts et de contribution à la société. Mais les revenus croissants du capital ont changé quelque chose d'important. Gagner de l'argent n'est plus une preuve de contribution à la société. Est-ce que le travail d'un trader qui gagne des millions est vraiment une contribution à la société 100 ou 1000 fois plus importante que le travail d'un chercheur qui découvrirait un vaccin pour sauver des milliers de vies? Quid d'un publicitaire dont la mission est de créer des besoins comme l'addiction au tabac ou les jeux d'argent? Et puis bien sûr, il y a tous ces travaux illégaux comme les ventes d'armes ou les ventes de drogue illégales, ou encore des emplois qui visent le profit à court terme uniquement, comme ceux qui reposent sur l'exploitation des ressources naturelles. Ce qui pose la question de la pertinence du système de l'offre et de la demande. Le mécanisme qui permet de fixer les prix devrait pouvoir tenir compte de toutes les informations. Si une activité est polluante, alors le mécanisme de fixation des prix devrait, toutes choses égales par ailleurs, défavoriser cette activité au profit d'une autre, moins polluante. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. En effet, il existe de nombreux dommages collatéraux qu'on appelle des externalités liées à certaines activités dont les prix ne tiennent pas compte. Ce qui pose la question, les prix doivent-ils dépendre uniquement du marché ? Pire encore, l'effort de sauvegarder des jobs pourrait se faire au détriment de la société. Tesla a ainsi annoncé que sa voiture sans conducteur serait sur le marché d'ici 2 ans. Voilà qui pourrait forcer le chômage de centaines de milliers de personnes dont le travail consiste essentiellement à conduire un véhicule. Ces centaines de milliers de personnes vont très probablement former des syndicats pour demander à sauvegarder leur métier, alors même que remplacer les conducteurs humains par des véhicules sans conducteur pourrait sauver des milliers de vies par an sur les routes, tout en réduisant drastiquement les coûts de transport. Et ce ne serait qu'un début. De nos jours, des centaines de milliers de métiers consistent essentiellement à rentrer des données sur un ordinateur. L'automatisation pourra bientôt automatiser toutes ces tâches en réduisant drastiquement le nombre d'erreurs de saisie tout en améliorant grandement le service rendu aux clients. Plus besoin de prendre des rendez-vous pendant des heures de travail, plus besoin de remplir des formulaires en veux-tu en voilà, plus besoin de survivre au parcours du combattant administratif pour refaire son passeport, ouvrir un compte en banque ou louer un appartement. Tout pourrait être fait en une poignée de clics sur un téléphone. Alors, je ne dis pas ça pour m'attaquer au personnel administratif. Si certains métiers sont plus faciles à automatiser que d'autres, aucun métier n'a de raison d'être immunisé contre cette automatisation. Ingénieurs, médecins, avocats, professeurs, chercheurs, tous ces métiers pourraient être automatisés d'une manière ou d'une autre, comme l'explique cette superbe vidéo de CDP Grey, et toute cette automatisation pourrait se faire pour le plus grand bien des clients. Certains économistes ont tendance à poser comme hypothèse que le travail humain évoluera sans jamais disparaître. Or, cette hypothèse ne peut évidemment pas être prouvée. Ça ne veut pas dire que cette hypothèse est fausse, mais ça ne veut pas non plus dire qu'elle est vraie. Et il semble imprudent de ne pas considérer le cas où le travail humain disparaîtra, même partiellement. Dans un monde où le travail est la source de revenus principale, même si ce dernier ne disparaît pas totalement, que faire si le nombre de travailleurs nécessaire est largement inférieur à la taille de la population ? Il semble même possible qu'exiger plus de travail pour tous se fasse au détriment des clients et des citoyens que nous sommes tous. Travailler, ou du moins demander à avoir du travail, pourrait avoir un impact négatif sur nos sociétés. Ou comme le dirait un mathématicien, dans certains cas et dans un avenir peut-être pas si éloigné, l'utilité marginale du travail pourrait être négative. Et ça, si on est utilitariste, ça veut dire qu'il peut être préférable de ne pas exiger le travail des humains. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la sacralisation du travail est sans doute une conséquence de la sélection de groupes à une époque où travailler était clairement contribuer à la société. Or, l'émergence des nouvelles technologies et de l'automatisation remettent indéniablement en question cette contribution à la société via le travail. Voilà qui devrait nous inviter à remettre en question aussi la sacralisation du travail et en particulier la stigmatisation des non-travailleurs. En particulier, un objectif récurrent des technologies est la réduction du travail. On peut ainsi produire beaucoup plus et beaucoup mieux aujourd'hui avec également beaucoup moins de travail humain. L'automatisation devrait nous inciter à repenser notre système de redistribution des richesses. Si presque tous les revenus sont issus de la propriété privée, du capital, alors il va falloir repenser notre modèle économique. De plus, à quoi bon produire abondamment si la majorité de la population, sans emploi et donc sans revenus, ne peut pas en profiter? Or ça veut dire que même si les citoyens travaillent beaucoup moins aujourd'hui, il y a une plus grande abondance de biens que jamais. En termes de théorie des jeux, on est passé d'une situation où l'économie consistait à produire le plus grand gâteau possible, un peu comme dans l'épisode 23, à une situation où un énorme gâteau nous est donné et il s'agit uniquement de bien le partager.
un peu comme dans les épisodes 21 et 22. Un énorme merci à Gilles de la chaîne Eureka. Je recommande alors très vivement la chaîne Eureka. Surtout si vous êtes un petit peu hooligan politique, anti-finance ou pro-finance ou capitaliste ou je sais pas trop quoi, et que vous avez des avis assez tranchés sur toutes ces questions, vous devez absolument voir les chaînes d'Eureka, parce que lorsqu'on découvre l'économie ou la finance avec Eureka, on se rend compte à quel point c'est compliqué et que finalement avoir un avis là-dessus c'est super difficile, comme le dirait Thibaut de la chaîne Monsieur Phi. Tout ça et tout ce qui se passe avec les banques, ce genre de positions sur lesquelles il y a beaucoup d'hooliganisme politique, on pourrait dire, clairement. Et en même temps, c'est des trucs auxquels on ne comprend rien. La plupart des gens qui ont des réactions assez épidermiques vis-à-vis de tout ce qui se passe avec les banques, etc., objectivement, je pense qu'en général, ils comprennent pas ce qui se passe. Et quand on voit ces vidéos-là, on se rend compte à quel point on connaît pas bien du tout les mécanismes qu'il y a derrière, etc. Donc je trouve qu'elles sont vraiment utiles, ces vidéos, pour cette raison-là, pour nous dire... c'est même pas n'haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu, mais c'est déjà, même avant de haïr le jeu, essayez de le comprendre. C'est clair, c'est exactement ça. Et un jeu comme le jeu de l'économie et de la finance, déjà c'est un jeu qui est extrêmement difficile à comprendre. Je vous recommande très vivement d'essayer de découvrir ce jeu qu'est l'économie et la finance, qui sont des jeux super contre-intuitifs, super mécompris, en tout cas que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et grâce à lui, j'espère comprendre tout cela de mieux en mieux. En particulier, si vous ne connaissez pas du tout Eureka, je vous recommande de commencer peut-être par la vidéo où il récapitule tout. Et il y a aussi les vidéos sur l'argent que je trouve vraiment fascinantes et vraiment bien faites. Et puis il y a aussi la vidéo sur le revenu universel où il explique comment le revenu universel pourrait permettre de rétablir un certain équilibre dans le marché du travail. La dernière fois, on a parlé d'utilitarisme avec Thibaut de la chaîne Monsieur Phi. Et puis pendant cette vidéo, j'étais en fait en vacances au Népal, donc je m'excuse pour la qualité du son à venir et j'espère quand même que vous avez profité des belles images que je vous ai ramenées. Le Johan64 a tendance à dire que le non-hooliganisme est dangereux en lui-même. Quand je dis hooliganisme, j'entends aussi cette incapacité à réfléchir une fois que l'on est emporté dans son raisonnement. Et quand il faut combattre les terre-platistes ou des gens qui pensent des pseudosciences ou que 3 x 7 est différent de 21, je suis pas sûr que faire preuve d'hooliganisme à ce moment-là soit vraiment utile. Orion 3227 et Cédric P font la remarque que l'utilitarisme en pratique n'est pas applicable parce qu'il est beaucoup trop compliqué. En effet, il faudrait savoir tout ce qui se passe en société et en pratique, c'est impossible à savoir. Et c'est pour ça que lorsqu'on est utilitariste, je pense qu'il faut absolument prendre en compte l'étendue de notre ignorance. Et je pense que c'est en ça aussi que l'utilitarisme est si intéressant, c'est qu'elle nous force à admettre l'étendue de notre ignorance et du coup à ne pas avoir des avis sur des questions politiques sur lesquelles on n'est pas assez informé. Donc plutôt qu'une faiblesse, je trouve que c'est plutôt une force de l'utilitarisme. Et Rachidi Mohamed Amin nous fait remarquer que l'autoritarisme utilitariste lui pose problème. Il faut bien voir que pour tous les gens qui attachent une grande valeur à leur sentiment de liberté, et c'est mon cas parce que je vais dire, randonner dans ce genre de paysage, c'est un sentiment de liberté très fort. A priori, l'utilitariste n'est pas autoritaire par défaut, et s'il voit que j'aime ce sentiment de liberté, il devrait me le laisser, surtout si je cause pas trop de tort aux autres. De façon plus générale, comme Thibaut l'a très bien expliqué dans la vidéo précédente, la plupart des utilitaristes attachent une grande importance à tout ce qui est liberté, puisque à ce moment-là, les gens sont à même de faire ce qui est bien selon eux. Donc ça, en fait, la liberté est un instrument utile pour l'utilitariste dans beaucoup de cas, mais bien sûr il ne l'est pas tout le temps, parce qu'il arrive parfois que les gens ne savent pas exactement ce qui leur rendra bonheur, en tout cas pas aussi bien que quelqu'un d'autre. En quel cas cette autre personne, si elle est utilitariste, aura le devoir moral de faire ce qu'il faut pour rendre la personne plus heureuse. Donc ça, vous pouvez typiquement penser aux gens qui sont par exemple en dépression et qui sont suivis par d'autres personnes qui vont essayer de les aider en contraignant par exemple ceux qui font. Pensez par exemple aux addictions ou choses comme ça. Et de façon plus générale, notamment lorsqu'on vit en société, les libertés individuelles peuvent être en conflit les unes avec les autres et de façon parfois très peu évidente, comme c'est le cas notamment dans le paradoxe de Bryce dont on a parlé dans l'épisode 16. Franchement, c'est un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu. C'est juste trop beau. On a l'impression de marcher dans le brouillard et on est surveillé par 3 montagnes avec des yaks autour. C'est monstrueux. C'est juste trop bien. Mathieu Pascal nous demande si finalement le principe ne fait pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse n'est pas auto-contradictoire.
Il donne notamment l'exemple d'un masochiste pour illustrer cela. Et en effet, quand on y réfléchit vraiment, ce principe déontologique n'est pas vraiment un commandement, c'est plus une équation mathématique. Hein. Finalement, c'est définir la liberté, ou genre, si on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est une équation mathématique. Et comme toute équation mathématique, en fait, c'est plus une équation mathématique. Et comme toute équation mathématique, finalement, c'est pas dit qu'il y ait des solutions, ce qui est encore un argument contre cette fameuse règle d'or. Plus généralement, je trouve que penser à un utilitariste et se demander ce que pense l'utilitariste, c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet de nourrir une réflexion sur, au fond, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et ça évite surtout de tomber dans le travers de la morale instinctive, qui est souvent une morale très hooligan, qui va chercher à défendre des valeurs ou des symboles sacrés auxquels on est attaché, plutôt qu'à essayer de raisonner à partir de fondements quasiment axiomatiques de ce que doit être la morale. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner et à la cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Aujourd'hui, les travailleurs, même s'ils le souhaitaient, ne peuvent pas se passer de travail, alors que les entreprises, elles, font tout pour se passer de travailleurs. Et elles y arrivent de mieux en mieux. La transition est en marche, et même si on peut penser que les entreprises ne réussiront jamais à se débarrasser complètement des travailleurs, ça n'empêche pas qu'il pourrait bien y avoir une part grandissante de travailleurs sans emploi. There isn't a rule of economics that says better technology makes more better jobs for horses. It sounds shockingly dumb to even say that out loud, but swap horses for humans and suddenly people think it sounds about right.